Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre invitée de cet après-midi s'appelle Ina Mialache. Elle est vidéaste, comédienne, réalisatrice. Elle monte son premier long métrage, intervient sur les ondes radio publiques. SolangeTeParle.com, son site internet, l'a beaucoup montré dans son intérieur. Avec elle, nous ferons donc le lit de cette 4e étape d'une semaine entièrement consacrée à la chambre. Il faut que je te dise tout ce que j'ai sur le cœur, mais je sais pas dans quel ordre. Accueillons l'année nouvelle avec entrain. J'ai envie de me rapprocher de toi. Fut un temps, cette émission se faisait depuis le petit jour, dans un autre studio, sans accès direct à la lumière du soleil et dans la discrétion qu'impose l'aube. Sur le trajet pour venir à la radio, on voyait toujours des mouettes, toujours au même endroit, avec une manière très particulière de faire une sieste près du fleuve. Une sieste collective au tout petit matin, je dis sieste, car je les savais dormir seulement d'une aile, prête à voler au moindre trop gros bruit. Aujourd'hui que nous faisons l'émission à une heure qui pourrait être celle de la sieste, nous ne voyons plus ces mouettes, mais nous connaissons un poème qui dit que la lettre V est une mouette facile, une formulaire lapidaire du vol, V comme vœu, comme vol de mouette, au-dessus de janvier. Il est 16h, passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid, on voit apparaître un canal sur le plateau du milieu vers 16h20, la 4e étape donc d'une semaine en chambre. Après la révélation des couleurs en chambre noire hier, on envisage la chambre comme lieu de création privilégié de l'Internet avec Ina et ou Solange. Vers 16h50, c'est un nouveau poème d'Elisabeth Bishop que l'on entend dans la voix des comédiens de la Comédie Française. Ensuite, il sera 17h, le temps pour nous de retrouver les équipes du 5 à 7. C'est le comédien Vladimir Yordanov qui se prête à l'exercice du déballage de bibliothèque cette semaine. Il choisit aujourd'hui de nous lire un extrait du roman Caput de Curcio Malaparte. On écoute. À un certain moment, un sous-officier allemand, un Feldwebel, entra dans la cour du kolkhoz accompagné d'un interprète. Le Feldwebel était petit et gros, de la variété que j'appelais par plaisanterie Fettwebel. Il se planta les jambes écartées devant les prisonniers et se mit à leur parler d'un air débonnaire de père de famille. Il dit qu'on allait faire une épreuve de lecture. Chacun lirait à haute voix un passage de journal. Ceux qui se tireraient de l'épreuve à leur honneur auraient un emploi de secrétaire dans les bureaux des camps de prisonniers. Les autres, ceux qui ne réussiraient pas dans cet examen, travailleraient la terre et seraient manœuvres ou terrassiers. « Combien sont-ils » demanda le colonel au Feldwebel en se grattant le menton de sa main gantée. « 118 » 5 à la fois et 2 minutes pour chacun, dit le colonel. Nous devons expédier cela en 1 heure. Jawohl, dit le Feldwebel. Le colonel fit signe à l'un des officiers qui avait sous le bras un paquet de journaux et l'examen commença. 5 prisonniers firent un pas en avant, chacun d'eux allongea la main pour prendre le journal que l'officier lui tendait. C'étaient de vieux numéros des Izvestia et de la Pravda, trouvés dans les bureaux du kolkhoz, et se mit à lire à haute voix. Le colonel leva le bras gauche pour regarder son bracelet-montre, et resta le bras levé au niveau de la poitrine, les yeux fixés sur les aiguilles. Il pleuvait, les journaux se mouillaient, se détrempaient et s'affaissaient dans les mains des 5 prisonniers. Ceux-ci, tout rouges ou très pâles et moites de sueur, trébuchaient sur les mots, bégayaient, faisaient des fautes d'accent, sautaient des lignes. Tous savaient lire, mais péniblement, sauf un, très jeune, qui lisait avec assurance, lentement, tout en levant de temps en temps les yeux du journal. Le Sonderführer écoutait la lecture avec un sourire ironique, sous lequel il me semblait percevoir une nuance de dépit. En sa qualité d'interprète, c'était lui le juge. Il était le juge. Il regardait fixement les lecteurs. Ses yeux passaient de l'un à l'autre avec une lenteur étudiée et une expression mauvaise. « Halt !» dit le colonel. Les 5 prisonniers levèrent les yeux de leurs journaux et attendaient. Le Feldwebel, sur un signe du juge, cria « Ceux qui sont refusés à l'examen iront se mettre à gauche, là-bas. Ceux qui sont reçus à droite, là-bas. » Quand les premiers recalés, 4, sur un signe du juge, allèrent tout penauds se grouper là-bas à gauche, dans les rangs des prisonniers, un rire jeune, malicieux et gai, un rire de paysan, passa.
Le colonel aussi baissa le bras et se mit à rire. Les officiers aussi, ainsi que le Feldwebel se mirent à rire. Le Sonderführer, lui aussi, se mit à rire. « Oh, biedni, oh les pauvres !» disaient les prisonniers à leurs camarades. « Refusez. On vous enverra travailler aux routes. Oh, biedni, vous porterez des pierres sur le dos. » Et ils riaient. Celui qui avait été reçu tout seul là-bas, à droite, riait encore plus que les autres et taquinait ses camarades malchanceux. Tous riaient. Sauf les prisonniers qui avaient l'air d'ouvriers. Eux fixaient d'un regard têtu le colonel et se taisaient. Puis ce fut le tour de 5 autres. Puis de 5 autres. L'examen continua pendant 1 heure environ. Quand le dernier groupe des prisonniers, 3 seulement, eut fini ses 2 minutes de lecture, le colonel se tourna vers le Feldwebel et lui dit « Comptez-les ». Le Feldwebel se mit à compter de loin, l'index tendu, 1, 2, 3. Ceux du groupe de gauche, les refusés, étaient 87, ceux du groupe de droite, les lauréats, 31. Alors, sur un signe du colonel, le Sonderführer se mit à parler. On eût dit réellement un maître d'école peu satisfait de ses élèves. Il dit qu'il avait été déçu, qu'il regrettait d'avoir dû en refuser autant qu'il eût été plus heureux de tous les recevoir. Quoi qu'il en soit, dit-il, ceux qui n'ont pas réussi à passer l'examen ne doivent pas se décourager, ils seront bien traités et n'auront pas à se plaindre s'ils travaillent et montrent plus d'application qu'ils n'en ont eu sur les bancs de l'école. Tandis qu'il parlait, le groupe des reçus regardait les camarades malchanceux d'un air de compassion. Et les plus jeunes se donnaient des coups de coude avec des petits ricanements. Quand le Sonderführer eut fini de parler, le colonel se tourna vers le Feldwebel et dit « Alles in Ordnung, weg ». Puis il se dirigea vers les bureaux de l'état-major sans se retourner, suivi des officiers qui se retournaient de temps en temps en s'entretenant à voix basse. « Vous resterez ici jusqu'à demain, et demain vous partirez pour le camp de travail ». Puis il se tourna vers le groupe de droite, celui des reçus, et d'une voix dure leur ordonna de s'aligner. Dès que les prisonniers furent alignés coude à coude, ils avaient la figure contente et riaient en regardant leurs camarades d'un air moqueur. Il les recompta rapidement, dit 31, fit signe de la main au peloton de SS qui attendait au fond de la cour, et ordonna demi-tour, en avant, marche. Les prisonniers firent demi-tour et s'ébranlèrent en tapant des pieds dans la boue. Halt, ordonna le Feldwebel, et se tournant vers les SS qui s'étaient postés derrière les prisonniers, le fusil mitrailleur déjà levé, il se racla la gorge, cracha par terre et cria « Feuer !»« So !» me dit le Sonderführer en passant près de moi, « il faut nettoyer la Russie de toute cette marmaille lettrée. Les paysans et les ouvriers qui savent trop bien lire et écrire sont dangereux. » Vladimir Yordanov, c'est un extrait de Caput de Curcio Malaparte. Alors c'est encore un écrivain journaliste que vous lisez là. Pourquoi ? Je trouve qu'il est un peu délaissé. Je trouve que c'est 2 livres majeurs, parce que le reste sont des ébauches, enfin Caput et La Peau. Je trouve que c'est une écriture flamboyante, extrêmement théâtrale, très très belle, toujours en liaison avec la peinture, et les traitements qu'il inflige aux événements les plus terribles sont toujours coloriés. Il met de la couleur, une couleur très italienne, sur des choses terrifiantes. Et la première fois où j'ai lu ces 2 livres, j'en parlais toujours autour de moi. Tout le monde me disait « Non, j'ai jamais lu ça, je ne connais pas ». Alors voilà, j'avais envie de remettre cet auteur un petit peu au goût d'un certain nombre de personnes, si ça pouvait ouvrir la porte. Comment est-ce que vous avez eu connaissance alors de ces livres-là, de ces 2 livres-là ? Est-ce que vous vous souvenez ? C'était dans la bibliothèque de ma maman. J'ai vu un vieux livre de poche des collections des années 60. Je me suis dit, j'ai jamais lu ça, je vais le lire. Mais c'était il y a 25 ans. Et là, je l'ai relu récemment. Et voilà, ce sont devenus 2 livres qui sont un petit peu des livres amis, même s'ils sont extrêmement violents. Vous en avez pris beaucoup des livres comme ça dans la bibliothèque de votre mère ? Oui, j'ai des souvenirs assez étranges parce que là, j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans et je demandais à ma mère toujours de me dire « Alors, et ce livre-là qui porte ce nom, il est bien ou pas ?» Elle me disait « Oui, il est très bien. Il est très bien avec son accent bulgare. Non, celui-là est moins bien. » Mais je me satisfaisais seulement du titre. Le titre, pour moi, était déjà toute une histoire. Alors, supposons que La Peau, c'est bien. Oui, La Peau, c'est très bien. Caput, qu'est-ce que ça veut dire ? Caput, c'est terrible. C'est un mot terrible. Voilà. Ce sont des souvenirs d'enfance, ça, oui. Quelle musique on met avec Caput ? Avec Caput, eh bien, on va mettre
L'opéra de Katsu de Kurt Weill, Kanonsong, dont la traduction du refrain est à peu près « on va en faire du hachis et du steak tartare », c'est donc l'illustration totale de ce que vous venez d'entendre. Et c'est chanté par Max Rabe. John war da runter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee, sie fragt kein, wer er sei. Und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Vom Kap bis Kauschmeer. Wenn es mal regnete Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braun oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu warm und Jimmy hatte nie genug Decken. Aber Georgie nahm beide beim Arm Und sagte, die Armee darf nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kauschmeer. Wenn es mal regnete Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braun oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. John ist gestorben und Jim ist tot. Und Georgie ist vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kap bis Kauschmeer. Wenn es mal regnete Und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braun oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Tiger Brown verabschiedet sich schnell. Er hat für die Krönungsfeierlichkeiten zu tun, die am nächsten Tage stattfinden. Nachdem auch die Banditen gegangen sind, beginnt die Hochzeitsnacht. Hören Sie Pollys und Max Liebeslied. Demain, le comédien Vladimir Yordanov conclut le déballage de ses rayons littéraires, mais pour l'instant, nous avons des images à vous proposer, alors c'est le Polaroid. Un agencement savant de 33 tours, classé par couleur, par pays, par inadvertance, par trouvaille. Un agencement savant de 33 tours qui vont tourner en boucle ce soir. Que des lambadas lambda rapportées des coins du monde où elles se dansent pareil. C'est exactement la même histoire, à la même heure. Tu vois se poser sur le cadran solaire des aiguilles sans drogue, des flèches sans poison, et tout cela balancé du même arc cupide. Cupidon, ça fait un bail, bien ou quoi? Le club s'appelle Cherche Amour. La vantardise y est taguée en noir et blanc, ce n'est pas une publicité, mais c'est tout comme, t'as vu? On y fait le poteau, on y danse différents pogos en différents porte-jartelles. Et l'élégance est de mise, accoudée au comptoir. Qu'est-ce que je vous sers? Un idéal. Un idéal bien glacé, s'il vous plaît. Un idéal imbuvable à consommer à la paille, sans bulle, sans couleur reconnaissable. Je veux être ivre d'une idée. Ok. Le bar et le barman affichent complet les soirs de pleine lune, majorité de loups-garous et des gourous attirés par l'odeur. Il y a un danseur qui sort. C'est d'emblée mon préféré. Il fout son nez hors de la boîte vers 3 heures, dit au videur « je suis tamponné au poignet, je rentrerai plus tard ». Le videur acquiesce. Le type va juste marcher le long du canal qui scintille comme des dents. Il choisit la promenade finalement. Je l'avais vu venir,
Il respire et je l'aime déjà. Well done. Je cherche personne exactement. Et toi ? Femme cherche homme, femme cherche femme, homme cherche homme. Pour ce Polaroid, Miss Chanel avait choisi Femme d'affaires du groupe Les Fils du Calvaire. En 2014, vous pouvez prendre la résolution d'aller quotidiennement, écouter les choix musicaux de Miss Chanel, quelques heures de musique bien sentie sur les réseaux Deezer et Spotify. Vous cherchez numéro 5, vous tombez sur le bon numéro 5, sur la bonne playlist. Elle s'appelle normalement Pas la peine de crier et vous vous laissez faire. D'avoir des utilisations donc la musique. Vous
écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le quatrième moment d'une semaine entièrement consacrée à la chambre. Après avoir hier suivi le développement de vives couleurs sur papier photographique en chambre noire donc, retour à l'intimité de la chambre à coucher, envisagée cette fois comme lieu de création et d'inspiration. Internet permet, avec peu d'outils, de se rendre visible depuis là. Si Michel Perrault décrivait lundi l'histoire de la conquête essentielle d'une chambre à soi, en tant qu'espace physique et en tant que possibilité de créer, il y aurait sur la toile une sorte de continuité à cette conquête. Pour le pire et pour le meilleur, chacun jugera, Internet se fait chambre d'écho, plus ou moins large, plus ou moins démocratique pour qui veut parler. C'est ta chambre, pourtant, puisque c'est d'où tu pars, écrit Aragon. C'est donc aussi en tant que point de départ que nous envisagerons la chambre aujourd'hui avec Ina Mialache, connue pour ses capsules vidéo sous le nom de Solange, habitante à l'adresse www.solangeteparle.com. Vous intervenez sur les ondes de France Inter et du Move avec des créations sonores et êtes en plein montage de votre long métrage Solange et les vivants, long ou moyen ? Finalement long. Finalement long, ça va nous laisser le temps d'ouvrir votre micro. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Ina Mialache, j'ai donné naissance à Solange en novembre 2011. Elle s'est beaucoup exprimée sur Internet. Elle a offert des fleurs à son camembert, a passé 24 heures dans les cabinets, s'est saoulée à la bière québécoise, a pratiqué le kung-fu avec ses rideaux, le coït avec une prise électrique. Elle a fait des crêpes à la fenêtre, remis le journal dans le bon ordre, dormi avec sa poubelle, pris son bain avec des navets, sauvé les couverts de la destruction, sauté sur un pied toute la journée, étudié les girafes, chassé les démons, immigré dans un pays froid, pleuré et revendiqué sa nudité sous une casserole, mais... Depuis plusieurs semaines, elle montre des signes inquiétants de maladie. Ça va ? Solange s'enferme là plusieurs heures par jour et je n'ai plus l'autorité nécessaire pour la faire sortir. Les symptômes s'intensifient et j'ai l'intuition qu'elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Ina Mialache, c'est un extrait de la vidéo qui appelle au financement collectif de ce finalement long métrage qui s'appellera Solange et les vivants. Est-ce que, puisque vous l'avez faite cette vidéo comme sorte de retour sur la vie de ce personnage double qui a nourri et nourrit encore des vidéos sur Internet, est-ce qu'on peut parler du lieu dans lequel vous avez d'emblée ancré ces vidéos ? C'est aussi le lieu où le film est tourné majoritairement, donc j'ai dû faire entrer une équipe plutôt petite pour un long métrage entre 6 et 12 personnes quotidiennement venaient dans l'appartement et moi qui ne fais jamais de fête, je devais les nourrir et les supporter. Donc ce lieu, c'est le lieu de ma solitude à la base et... Comme il y avait tellement de possibilités d'activités, je me suis dit qu'il fallait trouver une base et que commencer chez soi, c'était un bon point de départ et ça permettait de limiter l'univers à un endroit circonscrit, donc pas trop vaste, où on ne se perdra pas. C'est aussi un endroit où on ne sort pas, du coup. C'est-à-dire commencer par un endroit où on n'a pas spécialement à négocier avec le monde extérieur. Ah, complètement. Puisque au départ, ce que je mettais en scène, c'était ma propre inadaptation à la sociabilité en général, au rapport avec l'extérieur. Donc je revendiquais cette sorte de barricade. De création en chambre. Voilà. Comme je pense que j'ai fait un film de chambre et... Comme on dit qu'on fait de la musique de chambre. C'est scénarisé ? Est-ce que ce point de départ qui prend des murs rassurants, qui prend le dessin presque au sol, comme dans la cour d'école des enfants, qui contient, est-ce que c'est quelque chose que vous avez scénarisé ? Est-ce que c'est une histoire que vous racontez ou est-ce que c'est une base vitale pour vous en tant que créatrice ? Je crois que c'est plutôt une base vitale puisque je m'inspire plus des artistes contemporains conceptuels que de la narration en général. J'aime pas et je ne sais pas tellement raconter les histoires, ce qui fait que je préfère m'imposer des contraintes ou quand je circule dans l'appartement, chercher le cadre avant tout, avant de penser même au contenu. Quand vous dites chercher le cadre, c'est chercher l'endroit de l'appartement qui fera décor pour la vidéo à venir.
Oui, mais même plus que ça, c'est-à-dire je me promène avec mon écran et je cherche les lignes, les volumes, les couleurs, les ombres, la lumière, où me mettre. Et c'est infini quand on y pense. Même si je suis que dans 42 mètres carrés, j'ai pas encore tout exploité en 2 ans de création. Ni ne vous êtes lassé, c'est-à-dire que ce décor qui est unique pour donc le film à venir et pour les petites vidéos que vous réalisez ne vous a jamais contraint, mais trop contraint, c'est-à-dire au point où ça manquait de respiration. Non, c'est pas venu du décor, c'est plus venu de la forme que je me suis imposée au départ, de cet abécédaire donc en vidéo. Et aussi, bon, la seule contrainte, mais qui n'est pas liée à l'endroit, c'est la lumière, puisque je suis pas... je filme généralement en lumière naturelle, et en ce moment, par exemple en janvier, ça limite beaucoup les horaires possibles de création. Moi, j'avais l'impression de vous avoir énormément vu dans votre chambre, voire énormément vu dans votre lit. Et quand on a revisionné les vidéos postées sur solangeteparle.com ou sur YouTube, en réalité, vous n'y êtes pas tant que ça sous les draps, vous n'êtes pas tant que ça dans cet espace-là précisément de la chambre. C'est bien que le souvenir que laissent ou que nous ont laissé vos vidéos comme étant des vidéos en chambre est un souvenir quasiment métaphorique. Pourtant, il y a quelques vidéos tout de même qui vous montrent à certains moments dans la chambre, voire dans votre lit. Est-ce que c'est un espace spécifique de l'appartement qui est spécifique, justement, qui est autre que la cuisine, qui est autre que le salon, en tant qu'il vous a posé question de le montrer? Je pense que le projet et Solange est né dans le lit, je pense. Je pense que Solange est un produit d'un état dépressif et pour moi, le lit et la chambre incarnent cet état léthargique, apathique, où rien n'est possible et où on se demande comment on va faire pour en sortir. Ce qui explique peut-être que donc quand j'en sortais pour faire une vidéo, j'essayais d'aller ailleurs et comme j'avais plus de courage et aussi filmer dans le lit, dans la chambre, c'était encore peut-être plus un pléonasme, puisque je suis déjà enfermée chez moi. Je pense que j'ai beaucoup utilisé le lit comme lieu de régression, en fait, dans mes vidéos. La chambre est liée à des moments dont j'essaye de me sortir des problématiques. Rester dans la chambre me pose problème. D'ailleurs, souvent, la chambre est davantage un lieu de l'enfance, un lieu du doudou, un lieu du médicament doux, de la médication douce, plus ou moins d'ailleurs, plus qu'un lieu de la sexualité, plus qu'un lieu du rêve, plus qu'un lieu de lecture, en fait. Il y a quelque chose qui est très très lié à l'enfance dans la chambre. Oui, je pense qu'aussi c'est lié au fait de l'autoportrait, et on en parlera plus tard. Je pense que il y a quelque chose en plus, et on le découvre avec YouTube et même avec Instagram et les moyens de soi-même de s'illustrer, de capter son image, c'est que c'est ludique en fait, et on a envie de faire des bêtises. Et donc, pour ce qui est de la sexualité, moi je tenais à ne pas tomber dans ce travers. C'est un choix personnel, enfin j'en ai parlé mais autrement. Et pas là en tout cas. Non. Pas dans ce lieu-là? Non, ça faisait pléonasme, comme je dis, et puis je cherche un peu à... Oui, typiquement, je préférais parler sexualité, monter sur un tabouret dans la cuisine, la tête dans les placards. Voilà. L'autre souvenir qu'avaient laissé vos vidéos était le souvenir d'un appartement où il n'y avait quasiment pas de traces de bazar, quasiment pas de... peu d'aliments. Dans ma tête, le frigo est vide, sauf un camembert célèbre d'un épisode. Peu de lecture, alors qu'on sait par tout le reste des moyens que vous lisez, peu de traces de cinéma, alors qu'on sait par tous les autres moyens qu'il vous inspire, peu de traces de présence d'autres humains, peu de traces de vêtements aussi. Aussi, on se demande si la mise en scène va jusqu'au fait de rendre l'appartement ou la chambre neutre, ou est-ce que c'est l'appartement qui est comme ça? L'appartement est assez dépouillé, mais je fais un effort pour ne pas capter le désordre là où il y en a. Il y a une scène où je suis dans mon lit avec un dictionnaire, qui est d'ailleurs l'objet à la base de l'abécédaire, puisque je me suis donné cette contrainte des lettres, qui est pour moi le livre par excellence, qui serait ma Bible et que j'ai souvent près de mon lit. Je pense qu'on voit mieux, enfin pour
pour être assez friande de ce qui se fait sur Internet et de fouiller beaucoup. Moi, je trouve qu'en dépouillant l'espace, j'entrais plus facilement en fiction qu'en laissant un pseudo-naturalisme, comme le font beaucoup d'autres. Hein. C'est une manière de me démarquer aussi. D'avoir rendu cet espace quasiment prêt à vous accueillir dans cette deuxième vie qui était la fiction construite. Oui, j'ai l'impression que quand il y a moins de choses, on voit mieux. Est-ce que le fait de faire des films en chambre impose forcément de parler de soi ? Est-ce que le fait de choisir cet endroit-là, depuis lequel on peut être vu, grâce à la chambre d'écho que je décrivais et que pourrait être Internet, ça fait que nécessairement on parle de soi ? C'est compliqué. J'ai de la pudeur, même à dire « je » parfois. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser des formules un peu impersonnelles. On, il faut, on dit, d'aucuns. Et oui, en effet, je pense qu'il peut y avoir de l'impudeur et je le crains beaucoup. Et aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un pseudonyme. Et je pense que j'essaie de... Comme j'avais cette envie de donner des conseils au monde, je me suis dit, je vais essayer de diriger mon discours. Je ne vais pas parler de moi, je vais essayer de donner des conseils qui sont complètement inutiles, mais je vais essayer de m'adresser à l'autre, d'offrir un service plutôt que de raconter, de me raconter. Alors, autre question, est-ce qu'en parlant de cet endroit-là, avec ce choix-là et cette façon de faire des films, il est possible de parler du monde ou de parler au monde ? Est-ce que cette fiction ou non, est-ce que cette possibilité offerte par Internet vous semble effective ? Est-ce que vous avez la sensation de pouvoir parler à autrui ? Oui, vraiment. Et quand je regarde d'autres youtubeurs ou youtubeuses d'ailleurs qui se filment chez eux, parfois avec des moyens dérisoires, je suis vraiment parfois bouleversée de cet aspect démocratique dont vous parliez aussi. Et communicationnel ? C'est-à-dire que vous vous sentez... vous avez la sensation qu'on s'adresse à vous quand vous regardez une vidéo sur YouTube ? Je ne sais pas si je me pose la question. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un, ça oui. Et ce qui est étrange, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens que j'adore voir quotidiennement sur YouTube, mais je n'aimerais pas avoir de relation amicale avec eux, aller prendre un café avec eux, j'en aurais rien à faire, mais j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent. Et donc je pense qu'en effet, il y a dans ce rapport d'exposition de soi quelque chose de vraiment humain, je ne sais pas, plus humain que des vraies relations. Plus humain que des vraies relations ? Oui, oui. Mais est-ce que, en même temps, quand vous dites ça, c'est très paradoxal parce que vous en faites des fausses relations. C'est-à-dire ? Si vous dites que ça n'est pas des vraies relations. Oui. C'est parce que je vous parle à vous qui connaissez peu YouTube, par exemple. Donc, moi, j'ai l'impression que les gens que je rencontre, disons, hors du couple, j'ai plutôt des fausses relations avec eux. Disons, les connaissances, voilà. Alors que quand je suis seule avec ma caméra ou quand je regarde d'autres personnes seules avec leur caméra, j'ai l'impression d'assister à quelque chose de vrai, d'absolument spontané. Et le fait que ça me soit adressé est un cadeau quand on est abonné à une chaîne et qu'on voit qu'on a une petite notification et qu'on retrouve telle fille. Même ça m'arrive de regarder des filles qui font des tutos maquillage dans leur chambre. Des tutoriels, c'est donc des petites vidéos où on montre comment se faire du fard à paupières ou des nattes. Oui. Voilà. Malheureusement, la place des femmes sur YouTube est beaucoup pour l'instant limitée à ça, c'est-à-dire la beauté. Mais oui, aller voir une fille qui me parle de ce qu'elle a acheté comme nouvelle crème, c'est addictif, je ne sais pas comment l'expliquer,
Est-ce que ça signifie que pour vous, poster une vidéo depuis sa chambre ou depuis un espace qui est une chambre, on va dire, c'est extrait d'un théâtre social, c'est extrait d'un maquillage relationnel qui nous oblige à être un rôle dans toute relation sociale, entre guillemets, de la vraie vie? Je ne vais pas trop m'illusionner, il y a des codes aussi, et il y a des gens que j'aime pas regarder justement pour ça, parce qu'ils sont dans des codes. Mais la solitude de l'autoportrait et de voir s'imposer cette technique, parce qu'il faut s'emparer de l'outil pour pouvoir capter son image et son son, et la solitude. Et oui, et ça nous ramène à l'enfance on va faire comme si j'étais marchande et que j'avais un stand et maintenant je vais vous expliquer mes produits. Et je suis seule dans ma chambre. Oui, donc c'est forcément émouvant, cette sorte d'auto-représentation et encore une fois, c'est vertigineux parce qu'on se dit, en fait, tout le monde pourrait faire spectacle de soi sur Internet et je pense que je m'intéresserais à tout le monde. Et pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Déjà, il y a la barrière technique et je pense que c'est aussi pourquoi il y a moins de femmes sur YouTube. Après, il y a l'intérêt, il y a le rapport à son image, à sa voix. Tout le monde n'est pas à l'aise, n'a pas envie de s'exposer de cette façon. Mais de plus en plus, je pense que, je ne sais plus les chiffres, mais si on devait pouvoir regarder ce qui se publie YouTube tous les jours, je crois qu'on en a pour 40 ans par jour. Donc c'est impossible et bon, malheureusement pour l'instant YouTube c'est aussi le repère des proutes de chiens ou de blagues salaces donc il y a tout et n'importe quoi, mais la personne qui fait la démarche de s'isoler et d'adresser un message... Oui, je pense que ça devient... je pense que c'est contagieux. Encore souvent, on me dit « Ah, tu m'as donné envie de m'acheter une caméra ». Et je suis contente, surtout quand c'est une fille qui me le dit. Projet réalisé du 1er avril au 9 avril 1979, le lit. J'ai demandé à des gens de m'accorder quelques heures de leur sommeil, de venir dormir dans mon lit, de s'y laisser photographier, regarder, de répondre à quelques questions. J'ai proposé à chacun un séjour de 8 heures, celui d'un sommeil normal. J'ai contacté par téléphone 45 personnes. Des inconnus dont les noms m'avaient été suggérés par des connaissances communes, quelques amis et des habitants du quartier appelés à dormir le jour, comme un boulanger. Ma chambre devait devenir un espace constamment occupé pendant 8 jours, les dormeurs s'y succédant à intervalles réguliers. 29 personnes ont accepté de venir dormir. 5 d'entre elles ne se sont pas présentées. Une babysitter engagée par intérim au dernier moment et moi-même nous sommes substitués à elle. 16 personnes avaient refusé, soit qu'elles fussent indisponibles, soit que quelque chose leur déplut. L'occupation du lit a commencé le dimanche 1er avril à 17h et s'est terminée le lundi 9 avril à 10h. 28 dormeurs se sont succédés, certains se sont croisés. Il ne s'agissait pas de savoir, d'enquêter, mais d'établir un contact neutre et distant. Je prenais des photographies toutes les heures, je regardais dormir mes hôtes. Je voulais les avoir comme ça, sous la main, avoir le droit d'être là, de les regarder, de profiter d'eux. J'aimais bien l'idée qu'ils dorment parce qu'ils étaient là, calmes, qu'il n'y avait pas... Il suffisait d'être à côté d'eux et de les regarder. Mais au départ, tout ça était un peu un jeu, donc... C'était la règle du jeu, du départ, mais c'est tout. Ina Mihalach, tout à l'heure, Mihalach, vous avez dit que vous vous inspiriez surtout de rituels et de règles du jeu imposées par des artistes contemporains à leur propre travail. On entend ici la voix de Sophie Calle qui parle d'un de ses projets, Les Dormeurs. Elle explique exactement le procédé, donc je ne vais pas revenir dessus. Simplement, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les ponts qu'on peut voir entre sa pratique, la pratique de Sophie Calle où la chambre et le lit a une constante présence et une importance très très grande. Elle dit dans cette archive qu'elle voulait que sa chambre soit constamment occupée. Elle disait qu'elle voulait avoir sous la main les dormeurs, elle disait qu'elle voulait jouir du droit de les regarder. Et ça me renvoie à ce que vous avez dit à l'instant en disant « j'ai besoin, j'ai le droit, et c'est addictif, de prendre des nouvelles ».
d'aller regarder sur YouTube des vidéos qui sont postées par des individus. Ça me fait du bien et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, vous les avez sous la main. Est-ce que vous réfléchissez au fait que nous vous avons sous la main et que quand on veut, on peut aller regarder une vidéo de vous depuis votre chambre ou vos appartements, et quel effet a cette idée sur vous ? C'est plutôt bouleversant parce que je pense que c'est un art dont aurait pu rêver pas mal de gens qui sont morts. C'est-à-dire que on peut transporter avec soi, on peut être dans le métro, il peut être 2h du matin, on peut regarder la vidéo 50 fois de suite. C'est cette idée de réconfort, et je crois que c'est aussi ce qui anime Sofical, et c'est ce que je vais chercher sur YouTube, c'est du réconfort, je pense. C'est je peine, d'autres peinent, je dis ma difficulté, d'autres la disent, j'ai des problèmes, je sais pas comment vivre avec un camembert, je fais trop souvent pipi, et d'autres s'y retrouvent. Voilà. Est-ce que du coup, ça veut dire que l'essence de chacun des êtres qui sont regardables, c'est la solitude ? Que presque le truc le plus important chez l'humain, ce serait ça ? Pour le dire trivialement. Puisque ça revient toujours à ça, on en revient toujours à ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et j'aime globalement, c'est ce que j'aime chez Sofical ou même chez Beckett, c'est on va pas essayer de se raconter d'histoire. C'est juste on est seul, et elle l'expliquait elle-même, je crois que c'est sa première œuvre, et après elle a fait des filatures et tout, et elle se disait je savais tellement pas quoi faire de moi que je me mettais à suivre quelqu'un pour faire comme lui. Et au final, c'est ce qu'elle fait avec les dormeurs, c'est que l'activité des autres, et c'est ce qu'on fait avec Internet, l'activité des autres nous donne du sens à notre propre activité. Par eux, on vit mieux, plus intensément. Mais en tant que spectateur, ce que vous n'êtes pas tout le temps, puisque vous avez les deux profils, en tant que spectateur, l'activité des autres nous donne sens peut-être, mais dans une passivité. C'est-à-dire qu'elle vient... on est là, devant un écran, on regarde quelqu'un raconter quelque chose. Est-ce qu'on est autant passif, plus passif ? Est-ce qu'on peut être actif comme on l'est dans la lecture, par exemple ? Est-ce qu'on peut être actif comme on l'est en regardant un film ? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que... Moi, j'y trouve du sens parce que je suis plutôt pessimiste et nihiliste, et que quand quelqu'un, comme ce que je fais, j'ai l'impression quand même de beaucoup tourner autour du vide, finalement, de parler du vide, mais en le remplissant. Et moi, je sais que comme spectatrice, quand je rencontre ce genre d'œuvre, et pour moi, Les Dormeurs, c'est aussi ça m'aide à vivre. Donc, c'est actif, je dirais. Mais donc, vous ne produisez pas du vide ? Parce qu'il y a aussi un danger à produire du vide. Et YouTube, comme tout autre moyen de transmettre des choses, peut aussi transmettre du vide. C'est vrai. Après, moi, dans ma position humblement d'artiste, je peux dire, en ce qui me concerne, un objet en plus vaut mieux qu'un objet en moins. Donc c'est aussi pour ça que ce mois-ci, en fait, je me suis imposé cette contrainte de faire une vidéo par jour, parce que y a des phénomènes sur YouTube de fans qui aiment qu'une chose chez vous et qui n'attendent plus que cette chose chez vous, et quand vous essayez de faire autre chose, sont déçus. Et donc j'avais envie de me libérer de ces contraintes des fans et donc de m'obliger à produire. Et en ce qui me concerne, j'ai l'impression que quand je publie une vidéo, j'ai fait quelque chose, j'ai travaillé, et que c'est pas du vide. Chantal Akerman est à la fois timide et complètement effrontée. Elle n'aime pas pourtant parler d'elle, mais elle se met devant la caméra, nue, pour être sa propre comédienne dans Je t'huile, elle. Elle a un peu toutes les impudicités, elle a beaucoup de réserve, elle a énormément de courage, elle a eu le courage de s'être laissée aller à son désir, et son désir, c'était de faire du cinéma. Chantal Akerman ne peut pas rester longtemps inconnue. Et pourtant, elle l'est. C'était une chambre où il y avait tout dedans. Depuis le bain jusqu'à la cuisinière était en face du bain. Le lit était de l'autre côté. Puis
je ne me rends pas compte de ce que les Américains pouvaient ressentir de cette chambre, mais pour moi, c'était pas de l'exotisme, c'était pas ça, mais ça me touchait beaucoup, parce que la manière dont les fenêtres, il y avait 2 fenêtres dans le fond de la chambre et une fenêtre de l'autre côté, c'était pour moi une très belle représentation de ce que j'avais vécu à New York un peu. Mais un milieu clos différent du milieu clos belge? Ah oui, c'est très très... Vous devez voir, le film est complètement ensoleillé. Ça pète de lumière. Ça pète de lumière, c'est pas un hasard. Oui. Alors ça, les idées ça se poursuit comme un fil dans un tissu à partir du premier film. L'idée de la fixité de l'image, l'idée de la non-narrativité, l'idée du déplacement du commentaire par rapport à l'image, puisque dans la chambre, le commentaire qui est dit n'a aucun rapport avec ce qui est vu. Oui, c'est ça. Et puis, des mouvements d'appareil qui sont très définis dans chaque film. Ils tournent dans la chambre, ils sont rectilignes dans Hôtel Monterey. Oui. Et ça se continue quand vous revenez en France et que vous faites Je tue Hillel, en Europe peut-être. Et vous avez ressenti la même liberté quand vous avez fait Je tue Hillel au retour des États-Unis? Ah, c'était déjà un film avec une histoire. Et je l'ai très fort ressenti, comme on dit, dans le sens du ressentiment par rapport à moi-même. Je me suis dit, ça y est, je suis en France, j'ai de nouveau besoin de faire des histoires. C'est une narration. Pourquoi il y a un rapport? Et j'ai eu l'impression que je rétrogradais dans ce que j'avais fait, que j'avais été plus loin dans Hôtel Monterey, que j'avais de nouveau besoin de béquilles, que le film a des béquilles qui sont la narration. C'est une petite pépite tout court, cette archive d'entretien entre Claire Zarouk et Chantal Akerman. C'est en 1975 dans les après-midi de France Culture où il est question du film Je tue Hillel, présenté en 1974, l'année qui précède. C'est une pépite tout court, mais c'est aussi une pépite vous concernant comme étant une sorte de lit initié, là encore, par une femme. Ce sont 2 femmes. Bon, elle dit ça pète de lumière, c'est pas un hasard. Peut-être que ça n'est pas un hasard non plus que les 2 archives choisies fassent entendre Sophie Calle et Chantal Akerman. Plusieurs choses dans ce lit, là, au sens du lit de la rivière initié par ces femmes-là. Elle parle de la représentation de quelque chose qu'elle a vécu à New York, d'un espace qui vaut quasiment comme image, fixe image en mouvement d'un vécu. Et il se trouve que l'appartement dans lequel vous filmez et la chambre dans laquelle vous filmez est aussi la chambre que vous habitez, est aussi l'appartement que vous habitez. Est-ce que le fait de créer à partir de ça et d'en faire des représentations et d'en transmettre des représentations au public a modifié votre possibilité à vivre dedans? Ça a modifié ma possibilité à vivre dedans en couple. Parce que je dois chasser mon âme quand je filme. Et autrement, pas tellement, puisque j'aime que ce soit dépouillé. Mais ça, c'est l'aspect pratique. Moi, je parle d'un aspect, comment on pourrait dire ? C'est étrange. Le fait que cet appartement existe en image et que cette image soit accessible à tous ne transforme pas votre rapport à cet appartement au quotidien. C'est-à-dire, vous regardez un frigo et vous savez que ce frigo, il est aussi potentiellement regardable par je ne sais pas combien de personnes, des centaines de milliers de personnes. Ça change rien au rapport au frigo. Non. Après, il m'arrive de rêver que, par exemple, ma propriétaire me chasse et je dis mince, j'ai pas terminé mon abécédaire. Et donc, je devrais quitter Donc, ça prime, en fait. Oui. La réalisation de la vidéo prime sur le fait d'être en interaction, entre guillemets, normale avec ce frigo. Oui. Au-delà du fait que j'aime bien mon appartement et que j'ai pas envie de le quitter maintenant. Mais... Ouais, non, je sais pas. C'est à égalité, on va dire. En 1974, donc, Chantal Akerman montre Je tue Hillel au Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez le décrire pour les personnes qui ne connaissent pas ce film, puisque vous le citez comme inspiration au film que vous êtes en train de terminer, qui s'appelle Solange et les vivants? Alors, c'est une jeune fille qui est dans sa chambre meublée, qui regarde la caméra, qui va vider sa chambre de tous ses meubles, garder qu'un matelas, se déshabiller, se mettre à écrire, manger du sucre avec une cuillère dans un sac en papier, dormir, finalement se rhabiller, sortir, faire du stop, être prise en stop par un camionneur,
entendre raconter la vie de ce camionneur, s'arrêter dans une station d'essence, un bar, branler ce camionneur, descendre chez son ami E, faire l'amour à cet ami E après avoir mangé des tartines de beurre Nutella et un verre de vin, et repartir de chez cet ami E qui la chasse à demi puisqu'elle n'a plus envie d'elle. J'aurais presque envie de m'arrêter là-dessus. Claire Zaro, qui présente Chantal Akerman à propos de ce film-là, dit « Elle est timide, mais elle est effrontée. Elle a toutes les impudicités et elle a une réserve sans borne. Et elle parle de son courage. Et elle parle notamment du courage à s'être laissée aller à son désir qui était faire du cinéma. Quel serait le vôtre de courage ?» Dans la dernière vidéo que j'ai regardée, qui n'est pas une vidéo de vous, qui est une vidéo où vous êtes, mais quasiment, on pourrait presque la mettre sur le même plan. Vous êtes interviewé par Daniel Scheiderman sur arrêt sur image.net et vous êtes en compagnie de 2 autres auteurs de vidéos virales. Et au bout de 3 ou 4 minutes, c'est le mot qui m'est venu. Dans le bureau, j'ai dit, mais en fait, elle est quand même courageuse de dire ce qu'elle dit. Quel serait le vôtre de courage en dehors de cet épisode-là d'interview ? C'est très personnel, c'est faire des choses, continuer à faire des trucs, faire mes trucs comme ils sont. Et malgré tout, et peut-être initier d'autres entreprises de femmes, comme l'ont fait Sophie Calle et Chantal Akerman pour moi. Enfin, j'en suis pas là, hein, mais moi, il me manque aujourd'hui des femmes qui font des choses qui me parlent. Quelle est la différence entre la fabrication de ces vidéos virales qui sont donc des courts formats qu'on poste sur des plateformes internet et qui sont virales en tant qu'elles peuvent être partagées très rapidement et faire un long métrage ? Déjà, il n'y a plus la solitude. Hein. Pour moi, c'était la plus grande frustration presque. Il n'y a plus la solitude, il faut. J'adore comme elle dit que la narration, c'est des béquilles. Alors, il en faut. Et encore, moi, je l'ai fait dans une économie parallèle et dans un système libre où on me demandait pas non plus d'écrire une continuité dialoguée de 90 pages, mais il faut expliquer à une équipe ce qu'on veut faire, alors que quand on fait une vidéo chez soi, on voit ce qui se passe. Et alors, je pense que dans ce expliquer ce qu'il faut faire, on perd 95% de la pureté de l'objet fini. Et j'imagine qu'on gagne en retour, sinon ce serait dommage. On va voir. 16h52, 19 secondes sur France Culture, c'est une heure pour un poème. Cette semaine, ils sont piochés dans Géographie 3, un recueil d'Elisabeth Bishop. Ils sont traduits par Alix Cléo Roubaud et ils sont dits par Georgia Scaliette de la Comédie Française. On l'écoute. Nous choisirions l'iceberg plutôt que le navire. Dût-il marquer le terme du voyage? Dût-il rester cloué sur place comme un roc de nuages? Et toute la mer être du marbre mouvant? Nous choisirions l'iceberg plutôt que le navire. Choisirions de posséder cette plaine de neige respirante, quand bien même les voiles seraient déployés sur la mer, comme la neige s'étend sans se dissoudre sur l'eau. Ô chant flottant, solennel, sais-tu qu'un iceberg prend son repos en toi et pourrait à son réveil paître sur tes neiges? C'est un spectacle pour lequel un marin donnerait cher. Le navire ne compte pas. L'iceberg monte et redescend. Ses transparents pinacles rectifient les ellipses dans le ciel. C'est un spectacle où tel qui foule les planches se montre d'une éloquence sans phare. Le rideau est assez léger pour se lever sur les cordes les plus fines, formées par d'aériennes spirales de neige. Le brillant de ses pics blancs le dispute au soleil. Sa masse, l'iceberg la hasarde. Sur une scène fluctuante, il se dresse et regarde. Cet iceberg découpe ses facettes de l'intérieur. Comme un trésor provenant d'une tombe, il se conserve perpétuellement et n'orne
que lui-même, ou peut-être les neiges qui nous surprennent tant posées sur la mer. Au revoir, disons-nous, au revoir, le navire fait route, vers des lieux où les vagues ondulent d'adieu, où les nuages fuient dans un ciel plus chaud. L'iceberg dépend de l'âme, tous deux s'auto-créant avec les éléments les moins visibles, pour qu'on le voie ainsi, charnu, beau, d'une verticalité indivisible. Where is the line with you? 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 Purse wide open, you ask again. I see the crime and cash and true accounts everywhere. Where is the line with you? 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 I want to be flexible. I want to go out my way for you, but enough is enough. Where is the line with you? 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 Elastic, I want to Il n'est pas dit que vous ne finissiez pas star de rock comme rêvé, mais pour l'instant c'est pas complètement votre métier, donc on écoute toujours les autres. De quoi s'agit-il? C'est Björk, Where is the line? Je crois que c'est l'album sans instrument avec que des voix. Pourquoi ce titre-là? Pourquoi vous avez choisi ça pour terminer? Parce qu'il n'y a que des voix et pas d'instruments, et parce que Where is the line, c'est un peu où est la frontière, où est la limite, où commence la peau, les organes, enfin, c'est le territoire. Territoire que nous avons exploré, peut-être pas complètement, mais un peu. On a été dans certains coins cet après-midi en parlant des films. Ils sont visibles sur solangeteparle.com ainsi que les créations sonores parlant de son. Annonçons votre future présence sur le Move à partir de la semaine prochaine pour un projet excitant. Oui, sexuel. Sexuel, comme ça au moins, si ça n'a pas été fait dans le lit de votre appartement, ce sera fait sur les ondes publiques. Et signalons aussi, puisqu'on en a parlé, votre chaîne YouTube, Solange te parle, pareil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marie.
Pour écouter cette émission, on se rend sur le site internet franceculture.fr où deux solutions vous sont proposées, ou bien vous cliquez sur l'onglet podcast qui vous permet de télécharger l'émission de votre machine, ou bien vous vous rendez sur le site de l'émission de Pas la peine de crier pour une réécoute en ligne où vous trouverez aussi les détails de la programmation musicale, quelques images, quelques vidéos que nous relayons, une bibliographie et la possibilité de nous écrire. Merci à Cyril Baer, Romain Debec-de-Lièvre et Inès Duperron qui pensent et préparent cette émission avec moi. Merci aussi à Céline Geoffroy des Fictions. Aux manettes aujourd'hui, c'était Dali Yaha. La réalisation est signée Anne-Laure Chanel. Nous vous promettons d'être là demain à la même heure. Dans un instant, le 5 à 7 avec Olivia Gesbert.